Vous venez de publier chez Détrade Malum et Bonum, un ouvrage réalisé à quatre mains puisque vous avez travaillé avec Mario Maiolo. Pourquoi Malum et Bonum? Adeline, c'est une ancienne professeure de lettres. Elle use souvent du latin dans ses méditations philosophiques et Oui, ses méditations de vie. Et comment décoder ce titre, Malum et Bonum? voilà, parce que d'habitude, on parle toujours de bonum et malum. On met toujours le bien en avant. Et étant moi-même un ancien professeur de latin, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que quelquefois, c'est à travers le mal, à travers les difficultés et le mal que nous découvrons en nous-mêmes, quand nous cherchons à nous améliorer, c'est là que nous pouvons vraiment trouver notre quête et notre voie. Et que quelquefois, c'est parce que le mal a précédé le bien que nous parvenons au bien. Et je me suis fait le plaisir de le mettre en latin, D'accord. parce que ça donne un aspect un peu religieux, si on peut dire. Vous faites une belle transition sur les difficultés de la vie, les épreuves. Adeline a un père assassiné il y a 2 ans. Sa sœur est assassinée avec son amant dans le hammam que dirige Adeline. Le hammam, c'est un lieu symboliquement purificateur, on pourrait dire. Et est-ce que pour Adeline, entreprendre seule son enquête, parce qu'elle n'a pas tout à fait confiance dans la police et ses techniques, est-ce que entreprendre seule son enquête, ce ne serait pas d'une certaine manière une démarche initiatique? C'est une démarche initiatique, mais surtout, ça part justement d'un sentiment de culpabilité, parce que sa sœur est morte. Est-elle pour quelque chose dans cette mort, dans cet assassinat, même si elle en est innocente, comme on peut le penser, mais est-ce qu'elle est pour autant vraiment innocente? N'est-elle pas pour quelque chose là-dedans? Donc, c'est une manière de faire son chemin, de se prouver à elle-même si elle est innocente ou non, et c'est surtout une manière de se purifier par rapport à un certain nombre de scories que la vie avait déclenché en elle par rapport à sa sœur, je dirais, et par rapport et aussi et même par rapport à son père. Elle n'était pas très proche de son père. Son père a été assassiné. On ne sait toujours pas dans quelles conditions ni par qui. Et c'est comme s'il y avait donc une malédiction, un peu à la manière des Atrides, je dirais presque, qui pèse sur la famille. Et sa sœur a été assassinée avec son amant. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la culpabilité de sa sœur? Est-ce que la sienne y est pour quelque chose? Donc, à partir de là, elle essaie d'y voir clair. Y voir clair, c'est une manière de chercher en soi la lumière. Puisque vous avez parlé de scories, on ne peut pas louper toutes les implications de sexualité. Il y a de la tromperie, il y a de l'homosexualité, il y a du viol, il y a du sadomasochisme, il y a de la prostitution. Alors, on peut s'interroger, est-ce que le mal est-il toujours ce que l'on croit? Probablement pas. D'ailleurs, pour elle, la sexualité n'est pas le mal à partir du moment où elle ne fait de mal à personne. Et elle découvre que la sexualité n'est pas si innocente qu'elle le croyait au départ, mais en même temps, elle sait qu'elle-même, elle a besoin de transgression et que la sexualité est souvent liée à la transgression. Et alors, elle se demande pourquoi. N'est-il pas possible de trouver une sexualité qui apporterait le bonheur? Ça fait partie de sa démarche dans ce premier tome, sans qu'il y ait pourtant transgression et sans que personne en souffre. Parce que la façon dont elle l'a connu, et parmi les gens qu'elle côtoie, beaucoup sont à la recherche d'un bonheur qui impliquerait des sentiments et aussi la sexualité, et tous ont beaucoup de mal à trouver les deux à la fois. C'est toute la difficulté existentielle de l'amour et de la vie humaine à travers la sexualité. Dans votre style d'écriture, il y a des touches d'invisible et de secret, parce qu'on aborde la symbolique, l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, qui émerge de certains personnages, on n'en dira pas plus. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les non-dits qui sont liés à l'invisible et au secret peuvent éclairer la vérité? Alors, à la fois, ils l'éclairent parce qu'ils deviennent un poids à l'intérieur des personnages, comme à l'intérieur des auteurs ou de tout être humain. Ils sont un poids et donc, à force de grandir,
à force de prendre de la place, à force d'être lourd, finalement, il nous oblige tôt ou tard à être en pleine lumière de ce qui se passe en nous, de notre manière d'aborder les événements et des événements eux-mêmes. Donc les non-dits sont importants, mais en même temps, ils font partie du mystère de la vie et du mystère d'une enquête. Et du mystère de l'ouvrage. Absolument. Alors, une dernière touche que je trouve très subtile, vous l'abordez dans ce premier ouvrage parce qu'on comprend bien que la structure est tellement complexe qu'il va y avoir un deuxième, voire un troisième ouvrage qui va suivre. Parce que Oui. même si on commence à défricher certaines solutions, on comprend qu'il y a encore, comme on dit, il y a encore du ressort à, à dévoiler ou à révéler. Donc, la dernière touche sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, c'est cet aspect très subtil de la thérapie transgénérationnelle. Parce que l'héroïne est une femme. Les femmes transmettent la vie. Oui. Elles sont des sœurs physiques et des sœurs spirituelles, parfois, porteuses de sens à donner à la vie. La question qu'on peut se poser, c'est quelles seraient les vertus pour devenir une héroïne? Faut-il des vertus pour devenir une héroïne ou est-ce que c'est une question de circonstances? Mais je pense tout de même que face à certaines circonstances, certaines se révèlent comme héroïnes, là où d'autres, finalement, sont écrasées, évitent. Et je pense que Adeline, qui n'a pas pris de grands risques dans sa vie, qui n'a pas pris le risque de fonder vraiment un couple, puisqu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a jamais vécu, on peut dire, avec quelqu'un, elle qui a toujours été finalement dans l'évitement, qui s'est réfugiée dans l'intellect, purement et simplement, face à la situation, elle montre du courage. Elle fait face, elle montre du courage et aussi elle veut découvrir la vérité. Elle cesse d'être dans l'évitement à cause de ces circonstances. Et je pense que le courage, c'est la première vertu d'une héroïne. Le courage, faire face et être capable aussi de faire face, je dirais, à la fois à soi-même et à autrui. Parce que pour la première fois, peut-être, elle fait vraiment face à la fois à ses manques, à ses défauts, et elle se découvre de nouvelles capacités. Et en même temps, elle essaie de comprendre les autres pour comprendre pourquoi sa sœur est morte, pour comprendre pourquoi son père est mort, pour comprendre tous ces événements. Elle doit s'intéresser aux autres, faire face à ce qui leur arrive et être en capacité d'essayer de s'intéresser à eux plus qu'elle ne le faisait autrefois. Pourquoi avez-vous décidé de Oui. travailler à quatre mains? Et dites-nous un petit peu ce que Mario a Alors, apporté. Allez-y. je vais vous raconter la jeunesse, tout simplement. Alors, j'avais jusqu'à présent, jusque-là, publié des nouvelles et publié des recueils de poésie. Et je pensais, je ne sais pas pourquoi, que le roman n'était pas fait pour moi ou que je n'étais pas faite pour le roman, que des histoires courtes, sans viande supplémentaire, me convenaient davantage. Et un jour, j'ai envoyé à Mario, qui avait dirigé un petit atelier d'écriture, mais je ne l'avais pas connu dans ce contexte-là. C'était un ami. J'ai envoyé à Mario une nouvelle que je venais d'écrire, qui était en fait l'embryon de cette histoire et qui faisait une quarantaine de pages, une longue nouvelle. Et il m'a répondu en me disant, mais pourquoi tu n'en fais pas un roman? Je lui ai dit non, je ne crois pas. Et quelque temps après, il m'a envoyé une sorte d'embryon de premier chapitre à partir de cette histoire. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis tous les deux à écrire ensemble, lui créant des situations, moi créant d'autres situations. Et il a ajouté des personnages, en particulier un qui sera facile à reconnaître. Il a ajouté un personnage de langue italienne, si je peux Oui. dire. Oui. Et on a continué, j'ai continué donc avec Adeline, avec des personnages que j'avais, avec les situations que j'avais créées au départ. Voilà. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à écrire ensemble. Michel et Elisabeth, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est un roman plein de mystères, mystères qui ne sont pas tout à fait élucidés dans ce premier roman et qui nous donnent envie d'en savoir plus dans un ou dans deux romans ultérieurs.